le président de l'Assemblée est justement notre invité ce soir, Anthony Gero Siaorana. Bonsoir Emma. Donc le Conseil d'État parle d'une procédure irrégulière sur la forme, c'est le fonctionnement de l'Assemblée qui est mis en cause. Certains actes ont même été qualifiés d'antidémocratiques ou encore de détournement de pouvoir. Admettez-vous que vous auriez dû agir autrement? Oui, certainement, puisque la censure nous a valu l'annulation du texte. Mais toujours est-il que, en l'absence de cette censure, en l'absence d'interprétation du Conseil d'État, nous n'avons fait qu'appliquer une disposition du règlement intérieur qui me donne la possibilité de convoquer la commission. C'est l'article 63. Mais bon, en allongeant son interprétation, il nous explique que cet article, même si ça n'a pas été écrit comme ça, ne pouvait être sollicité que pour la situation dans laquelle on se trouverait si un président de commission ne convoquerait pas, refuserait de convoquer ses membres. Là seulement, je pourrais user de cet article 63. Bon, je veux bien, mais moi je me pose une question. Qui a écrit ce texte? C'est nous. Vous remettez en cause l'avis du Conseil d'État? Écoutez, c'est nous les législateurs. On ne pense pas tout à fait comme lui. Oui, certes, il a raison, c'est un cas d'espèce, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les situations dans lesquelles on s'est trouvé, c'est-à-dire qu'un texte n'a pas été adopté complètement, puisque 2 articles ont été réformés, et le texte n'a pas été rejeté totalement. Et donc, devant ces 2 cas d'espèce, j'ai utilisé la solution médiane qui me permettait, jusqu'au moment de la décision, d'utiliser l'article 63 pour réunir à nouveau la commission et solliciter de la commission le règlement et le rétablissement de ces 2 articles qui ont été exclus du vote de la loi globale. On l'a vu dans le reportage, l'opposition affirme, je cite, que le ministre est dans le déni, qu'il n'y a pas de feuille de route, pas de décision et pas d'évaluation de la situation, et que ce matin la majorité était assez silencieuse en commission de l'économie et des finances. Que leur répondez-vous? Il ne faut pas exagérer, hein. Une minorité, c'est une minorité, une majorité, c'est une majorité. Si tout le monde y est allé de son point de vue, on serait encore en commission là, à l'heure où on débat en ce moment. Le texte a donc été attaqué sur le fond par l'opposition, mais également par l'ordre des avocats et certains promoteurs immobiliers. Le gouvernement a annoncé que des corrections allaient être faites. Aujourd'hui, savez-vous de quel changement est-ce qu'il va s'agir? Aucune idée, mais en tous les cas, j'ai reçu tardivement là, ce soir les conclusions du rapporteur public qui est assez explicite sur le fait qu'il trouve infondé le rejet sur le fond de certains articles, dont ceux qui sont évoqués par les recours qui se sont exprimés lors de l'annulation, en partant du fait que sur certaines jurisprudences qu'il a évoquées dans son dispositif de rapport, il ne trouve pas fondé la possibilité d'invalider ces articles. Du côté du gouvernement, c'est le président du pays qui s'est exprimé sur l'annulation de la loi. Le ministre de l'économie, qui est pourtant sur le territoire, est resté silencieux. Il n'est pas venu en plateau hier soir lorsque nous l'avons invité. Ce fonctionnement de l'exécutif vous semble-t-il normal? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser au président du pays, parce que c'est lui qui est le maître d'œuvre en la matière, et normalement, les ministres, jusqu'à preuve du contraire, doivent obéissance à leur président. Ce recours, ce n'est qu'une petite partie de ce qui inquiète les élus de tous bords confondus au sein de l'Assemblée. Ce matin, vous avez dit attendre avec beaucoup d'espérance une réforme fiscale. Selon vous, elle tarde à arriver? Oui, parce que nous sommes dans cette attente depuis que nous avons été élus aux affaires du pays. Parce qu'on a fait une grande annonce en disant qu'on va supprimer la TVA sociale, qui représente quand même 9 milliards. Et cette annonce impacte l'équilibre, le nouvel équilibre de la PSG. Donc on attend de voir venir ce nouvel équilibre. On attend également que véritablement on s'attaque sur le fond au code des impôts pour essayer de voir comment on peut à travers ce code des impôts agir en matière de cherté de la vie, essayer de redonner un peu plus de pouvoir d'achat à la population. Mais toutes ces questions n'ont jamais été abordées jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on lance un appel à nouveau au gouvernement pour qu'il revienne vers nous avec des propositions de ce genre et non pas des petites lois comme celle-là qui posent plus de problèmes que n'en créent de solutions.
Les derniers événements, vous venez de le dire, hein, mettent une fois de plus en exergue les dissensions au sein du Tavini Huir Atira, notamment entre l'exécutif et le législatif. Le Tavini ne risque-t-il pas d'imploser avant la fin de la mandature? Il ne faut pas exagérer là. Le Tavini, bon, je prends la parole en tant que vice-président du Tavini, est bien campé dans ses bottes. Le Tavini a arrêté des positions politiques assez claires. Et jusqu'ici, et ce n'est pas une petite loi fiscale comme ça qui va remettre en cause son équilibre. L'absence du président du pays a été soulignée ou plutôt pointée du doigt par de nombreux élus ce matin à l'Assemblée. Quel est votre avis sur la question? C'est vrai que bon, on aurait voulu qu'il soit présent avec nous. Maintenant, c'est son gouvernement. Son gouvernement avait le devoir de venir défendre un texte. Et si je peux soutenir un peu le ministre qui était présent parmi nous ce matin, il faut bien savoir que nous sommes en face donc d'un budget, c'est-à-dire d'un acte prévisionnel, et que contrairement à ce qu'évoque l'opposition, la minorité, un acte prévisionnel, il ne peut pas être réalisé à 100%. D'ailleurs, on verra lorsqu'on examinera l'exécution de cet acte au mois de juin prochain, on verra bien que sur les 100% de cotation qu'on a adoptées dans le budget, on en réalisera peut-être 70 ou 80%. Donc il ne faut pas raisonner à la lettre ou au chiffre près, comme certaines déclarations que j'ai entendues de mes collègues de la minorité. On est juste sur un budget. En parlant de du déplacement à l'étranger de Moitai Broderson, vous aussi, vous allez bientôt quitter le territoire, vous allez vous rendre au Venezuela. Pouvez-vous nous éclairer sur l'objectif de ce déplacement? Alors d'abord, je ne vais pas y aller si je ne suis pas invité. Donc en principe, la présidente du comité des 24 devrait m'inviter, puisqu'elle a appris que j'ai créé une commission de décolonisation au sein de l'Assemblée. Et en fait, notre participation à ce séminaire va pratiquement dans le sens de la résolution qui a été prise le 17 mai 2013, lorsque la Polynésie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser. Donc tous les ans, le comité des 24 se réunit en conclave dans le cadre d'un séminaire pour commencer à construire la résolution qui va aboutir donc, à l'Assemblée générale au mois de décembre de la même année, au niveau de l'ONU bien sûr. Et donc la pierre angulaire, la pose de la première pierre va se faire lors de ce séminaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé donc à la présidente du comité de 24 de bien vouloir nous inviter, parce qu'on souhaite véritablement que, enfin, pour la première fois, l'État entame le dialogue sur la décolonisation qu'elle a refusé d'entamer depuis le 17 mai 2013. Eh bien, merci beaucoup, Anthony Giros, pour toutes ces précisions. Merci.